Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de Lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le crime surgit d'un monde familier, il n'a absolument rien d'exotique. Et surtout, il ne faut pas projeter nos représentations modernes de l'enfance. Les médiévaux aiment leurs enfants, les protègent, mais ils les voient comme des êtres en devenir, pas comme des êtres fragiles. Leur innocence est morale, mais pas psychologique. Un enfant peut être innocence, C-E-N-S, parce qu'il ne connaît pas le péché, mais ça ne le rend pas intouchable. La tendresse et la dureté coexistent dans le même regard. Et vous avez les sources privées médiévales, les lettres, les testaments, les sermons qui montrent des parents parfois bouleversés par la mort ou la maladie d'un enfant. On garde des cheveux, on prie pour les âmes des petits disparus, mais la société dans son ensemble reste rude. La mortalité infantile est telle qu'on s'habitue en fait à la perte. Sur 10 enfants nés, 4 ou 5 meurent avant 10 ans. Donc dans un tel monde, l'enfance est à la fois précieuse et fragile, mais elle n'est pas sacrée. Le viol d'un enfant choque, non pas parce qu'il détruit une vie promise au bonheur, mais parce qu'il trouble l'ordre de la famille, l'honneur, la pureté. C'est une faute contre le groupe, non contre l'individu. C'est cette différence qui explique le traitement judiciaire, donc l'émotion qui n'a pas sa place. Pourtant, l'enfant, on l'a vu, n'est pas absent de la culture morale médiévale. C'est la pureté, la vérité, la proximité avec Dieu. Le Christ lui-même qui dit, je vous répète la phrase, si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette parole 1000 fois répétée dans les sermons fait de l'enfance vraiment un modèle spirituel. En fait, l'enfant devient une figure du bien, non pas une personne à défendre. Dans les enluminures, vous avez les enfants qui sont beaux, sages, souriants. Dans les registres, ils sont blessés, silencieux, disparus. Les registres dans le juridique, bien sûr. Entre ces deux images, il n'y a pas de pont, en fait. Il y a une fracture, un écart entre l'enfant du discours religieux et l'enfant de la justice. Il y en a un qui est porteur de salut et l'autre de la honte. L'un appartient à Dieu, l'autre appartient à la cité. Et c'est précisément ce décalage qui rend la souffrance si difficile à saisir. L'imaginaire collectif ne sait pas encore regarder un enfant comme une victime. Alors comment finalement écrire l'histoire de ceux qui n'ont pas parlé ? C'est la question centrale de toute l'enquête. Il faut apprendre à lire autrement, ne pas chercher ce qui est dit, mais chercher ce qui est tu. Repérer les failles du texte, les détails apparemment insignifiants. Un mot de compassion dans la bouche d'un juge, une hésitation dans la plume d'un notaire, une formule plus longue que d'habitude, tout ça devient indice. Et ainsi, à travers les omissions, on devine la gêne. Certains actes sont rédigés plus prudemment, d'autres abrégés carrément. Le notaire, on voit, semble vouloir effacer le crime en le nommant le moins possible. Et ce refus d'écrire trop, finalement, dit beaucoup sur l'horreur. C'est une sorte de pudeur, mais aussi une peur. Peur de répandre le mal par les mots, peur de le mettre au vu et au su de tous. La justice médiévale ressemble à une théologie du langage. Nommer, c'est donner vie. Taire, c'est protéger. Entre les deux, le notaire choisit la voie du milieu. Dire juste assez pour condamner, mais pas assez pour troubler. Et dans cet équilibre fragile, l'enfant demeure suspendu, à demi visible et à demi effacé. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est qui alors les violeurs ? Les violeurs d'enfants, les monstres ? Même si on a vu que ce n'était pas des monstres, en fait. C'est ça qui est intéressant. Quand on parcourt les registres de Bologne, on pourrait croire qu'ils racontent 1000 histoires différentes. Mais en fait, vous avez un schéma qui se dessine. Les coupables appartiennent presque toujours au monde ordinaire. Ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des marginaux, ni des étrangers venus d'ailleurs. Ce sont des hommes du voisinage, des artisans, des domestiques, des compagnons, parfois des prêtres. Et c'est cette banalité, justement, qui fait peur. La pédocriminalité médiévale n'est pas un phénomène de l'ombre. Elle s'inscrit dans la vie quotidienne, dans les ruelles, les maisons, les ateliers. Elle ne relève pas du vice secret, mais de la promiscuité sociale.
Les coupables, dans leur majorité, ne sont pas des pervers au sens moderne. En fait, ce sont des hommes qui abusent d'un pouvoir d'âge, de force, de statut. C'est cette banalité finalement que je trouve qui effraie le plus, parce qu'elle rappelle que la violence ne vient pas toujours du monstre justement, mais de l'homme ordinaire. La société de Bologne, comme toute société médiévale, est masculine en fait dans ses structures et dans ses valeurs. Le pouvoir politique, le commerce, la religion, l'université, tout est aux mains des hommes. Les femmes n'ont d'existence légale que par leur père ou leur mari, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont reléguées complètement au fin fond de la hiérarchie, pas du tout. Mais c'est quand même un monde d'hommes. Le corps féminin ou enfantin, c'est un espace de domination quand même implicite. Les violeurs d'enfants, justement, appartiennent à ce système. Ils ne sont pas en dehors de la norme, ils en sont une déformation extrême. Ils prolongent la logique du pouvoir patriarcal jusqu'à son point de rupture. C'est pas le désir qui les définit, mais la possession. Possession d'un corps sans défense, possession d'un silence, possession d'une impunité. Et le profil n'a absolument rien d'extraordinaire. Artisan tanneur, vendeur de vin, étudiant, etc. Et c'est ce qui rend la justice si sévère, parce qu'elle voit dans ce crime la trahison justement du rôle masculin. Un homme qui s'en prend à un enfant n'est plus un homme. Pour la citer, il devient un être contre nature. Les juges de Bologne, d'ailleurs, emploient souvent des mots très forts. Nefandus, detestabilis, horribilis, c'est-à-dire abominable, détestable, horrible. Ces adjectifs reviennent comme des formules rituelles. Ils ne décrivent pas, ils classent, ils rangent le coupable du côté de l'inhumain. Le monstre médiéval, c'est pas une créature imaginaire, c'est celui qui rompt l'ordre de la création. En violant un enfant, le coupable nie la hiérarchie naturelle voulue par Dieu. Il inverse la relation maître-élève, père-fils, adulte-enfant. Son crime n'est pas seulement sexuel, il est cosmique. Il détruit symboliquement le principe d'autorité. Cette perception explique justement donc la violence des peines. On ne punit pas un simple délit, on extirpe une anomalie. Le criminel est un poison pour la cité, il faut l'expulser, l'effacer, le bannir, l'empêcher de nuire. C'est exactement ça, l'empêcher de nuire. Son existence même menace la stabilité morale du corps social. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, les coupables médiévaux ne plaident pas la folie, ni la passion, ni la tentation. Ils avouent ou ils nient, mais c'est soit l'autre, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre choix. L'idée d'une pathologie sexuelle, évidemment, n'existe pas encore à ce moment-là. Le péché est une faute de volonté, c'est absolument pas une maladie. Celui qui viole un enfant n'est pas considéré comme malade, mais comme un pécheur, donc il est conscient, lucide, il est donc responsable. Cette conception morale rend le crime plus impardonnable encore. Le juge ne peut pas invoquer la faiblesse ou la démence, l'acte est un choix, donc un affront à Dieu. Et si certains coupables tentent de se justifier, oui, mais c'est lui qui m'a provoqué, je n'ai pas su me retenir, c'est ce qui est lu, c'est ce qui est décrit, donc il n'y a aucun, je ne suis pas en train d'inventer, leurs paroles sont jugées justement blasphématoires. Elles aggravent la faute parce qu'elles nient la gravité du péché. La justice médiévale ne cherche pas à comprendre, elle cherche à condamner. Le repentir n'a de valeur que s'il s'accompagne de la peine. L'aveu, obtenu sous la torture ou volontairement, mais volontairement, vous avez compris que c'est volontairement, et si vous ne parlez pas, il y a la torture, donc on pourrait discuter sur l'acte volontaire, ne sert pas à alléger la sanction, il sert à purifier l'âme, encore une fois, avant la mort. Et parmi les coupables, donc je vous en parlais, on trouve aussi des hommes d'église. Alors moins nombreux que les laïcs, il faut être honnête, mais plus visibles évidemment parce que leurs crimes scandalisent davantage. Il y a plusieurs cas qu'on peut retrouver, un moine, un chapelain, un prêtre de paroisse. Et leur faute est double, elle souille le corps d'un enfant et elle trahit la pureté sacerdotale. Dans ces affaires, la justice laïque hésite souvent, faut-il juger un homme de Dieu ? La coutume veut que les clercs soient remis à la justice ecclésiastique, parce qu'en général, elle est plus clémente. Mais à Bologne, certaines affaires sont traitées comme des crimes publics. Le podestat réclame alors son droit à juger, je cite, « pour le bien de la cité ». Et dans ces cas rares, donc, la sévérité est exemplaire, bannissement, humiliation publique et parfois exécution.
Donc ces procès révèlent la tension entre deux morales, celle de l'Église, centrée sur le péché et le pardon, et celle de la cité, fondée sur l'ordre et la pureté. Le prêtre violeur d'enfants devient le symbole du désordre absolu. Celui qui devait enseigner la vertu devient source de scandale. C'est l'horreur totale. Il incarne la corruption du spirituel par la chair, la chute du berger qui serait devenu loup. Ce qui est donc, encore une fois, l'inversion. Alors dans les procès, les juges insistent souvent sur la notion de voluptas, le plaisir. C'est pas seulement l'acte de violence qui choque, mais c'est l'idée que l'adulte ait pu justement y trouver du plaisir. Le plaisir, c'est ce qui distingue le péché du malheur. Celui qui frappe dans la colère peut être excusé. Celui qui jouit du mal ne le peut pas. La voluptas illicita, le plaisir interdit, est au cœur du raisonnement moral médiéval. Elle transforme la faute en monstruosité. Le violeur d'enfants n'est pas seulement un criminel, c'est un être qui a tiré jouissance de la corruption de l'innocence. Cette perversion du désir est ce qui rapproche du démon. Et là, la justice bolognaise, bien avant Freud, pressent que le crime sexuel n'est pas seulement un abus de force, mais une déviation du désir. On est avant Freud, c'est dingue. Mais au lieu d'y voir une pathologie, elle y voit une alliance avec le mal. L'homme n'est plus homme, il devient instrument du diable. Dans cette première approche, les coupables apparaissent comme une galerie d'ombres, des hommes ordinaires, des clercs déchus, des maîtres abusifs, tous unis par une même transgression, celle de la domination absolue. Alors la justice les condamne, mais elle les comprend à travers un prisme théologique, le mal volontaire, la souillure morale, la trahison de l'ordre divin. Alors, quand les derniers registres du podestat de Bologne se referment à la fin du XVe siècle, personne ne se doute que ces milliers de pages vont dormir 500 ans. Personne ne va les relire avant les historiens modernes. Les crimes qu'elles contiennent, viol, inceste, corruption, sombrent dans un oubli tranquille, un oubli sans malice. Le temps passe simplement. Mais l'oubli n'est pas total parce qu'il travaille en profondeur, il transforme les représentations. Ce qui était crime nefandus, indicible, devient peu à peu une faute honteuse, puis un scandale moral, enfin un sujet de réflexion. L'histoire du viol d'enfants, telle que la retracent les historiens, c'est une histoire de la lente émergence de la parole sur le mal. Au Moyen-Âge, le silence était institutionnel. À la Renaissance, il devient social. Au XIXe siècle, il devient moral. Et ce n'est qu'au XXe que la parole de l'enfant violé commence vraiment à exister dans le droit, la psychologie et la littérature. Entre ces étapes, 5 siècles d'effacement et de réapparition. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour les abonnés, on se retrouve dans le bonus pour un dernier complément. Pour tous, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.